Alors, on va démarrer cette table ronde à la suite de la table ronde à laquelle vous avez peut-être assisté et qui a fait un peu la transition sur notre sujet, puisque nous, on va parler de la relation investisseur-entrepreneur post-levée. Et là, on était plus pré-levée avec pas mal de considérations à prendre en compte. Donc, pour faire vivre cette table ronde, deux intervenants, Arnaud Mascarel, fondateur et dirigeant de Fine Art, et donc Camille de Épopée Gestion, Camille Leroux-Larsabal de Épopée Gestion. Donc et je vous invite à vous présenter rapidement, puis après je me présenterai très rapidement. Camille, tu veux commencer ? Bon, bonjour tout le monde et merci d'être venu nous écouter cet après-midi. Donc moi je suis investisseur depuis 10 ans et depuis à peu près 1 an et quelques mois chez Épopée Gestion. Donc moi je suis investisseur VC, mais chez Épopée Gestion on a d'autres métiers. Notre objectif étant de dynamiser et de financer les entreprises de l'arc atlantique, quel que soit leur métier. Donc bienvenue aujourd'hui et puis en tout cas n'hésitez pas à nous poser plein de questions. Voilà. Bonjour à tous, donc moi je suis Arnaud Mascarel, je suis un des cofondateurs de la société Fine Art et son directeur général. On est une société basée à Pessac, donc dans la région Nouvelle-Aquitaine, et on est une société qui développe un dispositif d'assistance cardiaque, donc ce n'est pas le sujet aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais on est une société qui a été créée en 2010 et on a réalisé 3 levées de fonds depuis le début de l'aventure. Avec des VC, avec des industriels, et c'est en ça qu'on m'a invité pour partager cette expérience de la levée de fonds et surtout de la relation une fois qu'on a des investisseurs au capital et notamment au niveau du conseil d'administration. Et moi, donc, je suis Thibaut Salou, je suis le fondateur de La Direction, qui est un cabinet de direction financière externalisé. Et on est effectivement souvent entre l'entrepreneur qui est notre client et les fonds. Donc on est là aussi pour essayer de fluidifier cette communication qui est essentielle dans l'échange entrepreneur-investisseur. Avant de démarrer, est-ce que ça vous embêterait de fermer les portes, s'il vous plaît ? Et évidemment, on accueillera toujours des retardataires jusqu'au bout, mais on aura un peu de calme. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de chance pour parler de ce sujet relation entrepreneur-investisseur. Parce qu'on a une medtech Fine Art et un entrepreneur qui ont déjà 8 ans derrière eux. Donc la medtech, je pense, c'est un des sujets les plus compliqués, avec des cycles longs, avec énormément de risques, beaucoup de barrières à franchir. Donc de nombreux échanges avec de nombreux investisseurs, en tout cas dans la vie de Fine Art et dans ton expérience, Arnaud. Donc c'est vraiment une chance. Et Camille, ce qu'on peut dire aussi avant, c'est que tu étais chez Akiti avant de rejoindre Épopée. Donc tu as vu beaucoup de startups ici en Nouvelle-Aquitaine, beaucoup de situations. Donc on a, on a les bonnes personnes aujourd'hui pour parler de cette relation investisseur-entrepreneur. Donc merci beaucoup. Pourquoi cette relation joue un rôle prépondérant dans le succès des entreprises? C'est un petit peu ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui en 4 parties. Et la première partie, c'est peut-être de comprendre ce que ça veut dire de faire rentrer un fonds au capital de sa boîte. Peut-être Camille, si on veut commencer par toi, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'il faut savoir quand on s'apprête à faire rentrer un fonds? Voilà. Qu'est-ce qui est important de bien comprendre? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Alors, en fait, je pense que dans toute relation d'affaires, c'est vraiment très important de savoir à qui vous avez affaire en face, quelles sont ses motivations, quel est son fonctionnement, etc. Donc, c'est vraiment, il faut se poser la question, vous, quand vous êtes entrepreneur, déjà du fonctionnement du fonds avec qui vous intervenez, du fonctionnement de la personne qui est votre interlocuteur, pour avoir les meilleurs échanges, mais aussi les meilleurs leviers de négociation. Je vous dis ça entre parenthèses, mais c'est quand même important. Le business model d'un investisseur, je parle d'un fonds d'investissement, le business model, c'est de faire des plus-values sur des entreprises. Ça, c'est notre objectif, d'investir dans les entreprises pour faire des plus-values à terme et pour faire gagner de l'argent à nos souscripteurs. Ça, c'est le fonctionnement de base. La manière dont on est rémunéré, c'est des frais de gestion. Donc, sur les montants que nous donnent nos souscripteurs, on prélève des frais de gestion avec lesquels on vit, parce qu'on investit dans une entreprise et
on a des plus-values potentielles des années après. Donc s'il n'y avait pas ce modèle-là, ça serait un peu compliqué. Il faut savoir que dans les fonds d'investissement, les décisions, le fonctionnement, c'est très collégial. Donc vous voyez un interlocuteur, qui est l'investisseur en général qui travaille avec vous. Par contre, lui, il faut qu'il rende des comptes au reste de son équipe et à ses souscripteurs. Ce que ça veut dire, c'est que si vous ne donnez pas les bonnes billes à votre interlocuteur, à votre investisseur, que vous ne lui expliquez pas les choses de la bonne manière et que vous ne lui donnez pas les arguments pour convaincre en interne, ça ne marchera pas, en fait. Ça, c'est vraiment le premier truc. Il faut vraiment que vous soyez très clair, que vous fassiez de l'investisseur un partenaire de confiance, on y reviendra, mais un partenaire qui soit en mesure de défendre votre projet en interne. Ça, c'est vraiment le point extrêmement important. Ce qu'il faut savoir aussi, je me permets de le préciser là, c'est que quasiment tous les investisseurs que vous avez en face de vous, ils sont aussi entrepreneurs. C'est-à-dire que ce soit les business angels qui investissent leur propre argent ou que ce soit des investisseurs plus traditionnels qui mettent beaucoup d'argent dans leur société de gestion et dans leurs fonds, parce que nous-mêmes, on investit dans nos propres fonds. Eux-mêmes, on va dire, nous-mêmes, on est drivés aussi par un intérêt financier à ce que votre entreprise fonctionne. Et ça, il faut bien l'avoir en tête aussi. Nous aussi, comme vous entrepreneurs, on a un intérêt financier à l'issue. Et un peu vraiment le dernier point, et je reviens un peu sur les décisions collégiales, c'est que nous, on a des fonctionnements hebdomadaires, mensuels, avec un certain nombre de process qui peuvent vous paraître, vous, assez lourds. Mais en fait, nous, on s'assure avec ces process-là aussi de ne pas prendre de mauvaises décisions et de ne pas prendre de décisions qui sont drivées par le cœur, par un coup de tête. Voilà. Et dans un sens comme dans un autre, hein. Il y a parfois des situations qui se retournent où l'investisseur, on va dire un peu lead, n'est pas favorable, mais finalement que la décision qui est prise est positive. Et le dernier point à vous faire remonter, c'est que nous, on est régis par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, qui nous impose des règles hyper strictes. Et donc, qu'on se doit vraiment de respecter. Et donc, ça, c'est des règles strictes en termes de reporting et en termes de valorisation des lignes. C'est-à-dire que tous les trimestres, on doit dire à l'AMF, à nos commissaires aux comptes, à des experts indépendants, combien on valorise chaque ligne. Et pour pouvoir avoir une bonne valorisation des lignes, il faut savoir ce qui se passe dans l'entreprise et avoir tous les éléments à même de nous permettre de donner une valorisation de marché à notre ligne. Voilà un peu en vrac, mais les quelques éléments à savoir sur le fonctionnement en interne des investisseurs, des éléments que les entrepreneurs n'ont pas forcément toujours en tête. Il y a aussi quelque chose qui est clé, c'est que les fonds ont un objectif d'exit. Arnaud, quand on est dirigeant d'une start-up medtech avec un cycle extrêmement long, comment est-ce qu'on approche justement cette notion d'exit attendue par les investisseurs? Alors ça, c'est effectivement une des problématiques des medtech. Après, medtech, il y a plusieurs strates de medtech, mais nous, on est dans une medtech avec des temps très longs, parce qu'on est dans de l'implantable, donc qui nécessite, avant d'aller sur le marché, des études cliniques, du préclinique, des dossiers technico-réglementaires, des autorisations de mise sur le marché, des remboursements. Donc nous, on a créé la société en 2010, on est parti d'une feuille blanche, on a fait tout le seed, ce qu'on appelle vraiment l'amorçage de la société, nous fondateurs et aidés par BPI, par la région, etc. Et la première levée de fonds a eu lieu en 2016, mars 2016. Et donc forcément à ce moment-là, vous devez raconter et à donner une vision de ce que va être le développement de la société, à quel moment vous envisagez d'arriver sur le marché, et donc potentiellement de procurer un exit, alors soit par une acquisition par un plus gros que vous, soit par une introduction en bourse, soit par le rachat, parce qu'on va faire rentrer d'autres investisseurs qui pourront éventuellement donner de la liquidité à l'investisseur. Mais effectivement, l'exit et la visibilité sur un horizon d'exit, c'est quelque chose qui est important, comme vient de le dire Camille, comme ça a été dit aussi par Vincent Prété juste avant. Forcément, à un moment donné, un investisseur, il faut qu'il récupère une plus-value de son investissement. Alors, selon l'investisseur, les temps sont plus ou moins longs. Et donc ça, c'est important aussi de vous entourer et de faire rentrer au capital peut-être des investisseurs qui ont des temps suffisamment longs et compatibles avec les horizons de sortie que vous pouvez leur procurer, parce que sinon, c'est là que ça va commencer à coincer.
Dans le domaine de la medtech, bien souvent, ce sont des investisseurs qui sont plutôt spécialisés dans ces domaines-là et qui ont des portefeuilles d'investissement qui leur permettent d'avoir ces horizons de sortie relativement longs. On a même des fonds, ce qu'on appelle evergreen, qui n'ont pas forcément même d'horizon de sortie et qui peuvent continuer à investir tant que la société continuera à se développer. Mais effectivement, c'est des choses qu'il faut discuter en amont. C'est souvent même des choses qui sont mises dans le pacte d'associés. Donc les clauses de liquidité avec même des horizons de liquidité. On s'engage même dans le pacte sur une date et en disant bah, OK, on va te donner une liquidité à tel moment. Et si la date arrivant, on n'arrive pas, eh ben, il faut trouver des moyens pour soit prolonger, soit permettre à cet investisseur de quand même liquider une partie de son investissement parce que de toute façon, il est contraint de devoir le faire. Voilà. Et rien ne se passe comme prévu. Et en général, rien ne se passe comme prévu. Souvent, on met plus de temps que ce qu'on avait forcément envisagé au départ, surtout quand on part vraiment du tout début et qu'on doit construire l'histoire. Mais ce qui est important, c'est de continuer toujours à donner cette visibilité. Il n'y a rien de pire que de cacher le truc, de continuer à faire croire qu'on va pouvoir faire un exit et puis arriver le moment venu et puis faire découvrir le poteau rose. Donc il faut qu'il y ait cette relation de transparence et discuter. On est tous dans le même bateau là, donc discuter ensemble comment on peut arriver à permettre cette liquidité si elle est nécessaire. Tout à fait. Alors la notion de transparence, on y reviendra. Il y a quelque chose d'un peu particulier avec Fine Art, c'est que vous avez fait rentrer, enfin particulier, vous avez fait rentrer en tout cas un fonds américain. Donc là, on est encore dans cette étape, voilà, ce qu'il faut savoir prélever, voilà, comment est-ce qu'on doit appréhender ces futurs fonds qui vont rentrer. Est-ce qu'il y a des choses particulières à savoir qui concernent les fonds américains en général, ou en tout cas de ton expérience du fonds américain qui est arrivé, qui se différencie un petit peu des fonds européens? Alors oui, alors un VC américain, c'est très structurant pour une société comme la nôtre, surtout qu'on l'a fait rentrer, nous, dès le début, en série A. Ça a été notre lead investor. Souvent, dans le domaine de la medtech, la raison s'explique aussi parce que aux États-Unis, donc la medtech est quand même très représentée aux États-Unis, donc il y a des fonds vraiment spécialisés dans ce domaine-là, qui sont aussi des fonds justement avec des horizons de sortie longs, voire même evergreen. C'était le cas de cet investisseur-là. Et donc, en général, dans une aventure comme la nôtre, c'est pas rare d'avoir un VC américain qui rentre au capital. C'est même, je dirais, souhaité et souhaitable, puisque dans le domaine de la medtech, le marché principal mondial se trouve aux États-Unis. Donc, ça ouvre quand même beaucoup de portes. Par contre, effectivement, il y a des contraintes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un VC américain, qui par définition va aussi rentrer au board de votre société, tout doit être en anglais. La façon aussi de structurer le pacte d'associés et la façon de gouverner la société va être très anglo-saxonne et on va avoir des exigences de ce fonds américain qu'on n'aurait peut-être pas si on était purement franco-français. Donc ça structure, mais d'une certaine façon, ça prépare aussi pour l'avenir, parce que une medtech, à un moment donné, c'est illusoire de croire que la medtech va pouvoir rester francophone, franco-française ou même européenne. Le marché américain dans le domaine du medtech, c'est un marché incontournable. Donc c'est aussi une opportunité, mais c'est vrai quand vous partez du début, notre première levée de fonds, on commence à structurer la société, on met la barre effectivement très très haute. Voilà. Ok, beaucoup d'attentes. Alors, voilà, on a évoqué pas mal de thèmes déjà prélevés. Maintenant, si on passe, voilà, le pacte est signé, les fonds sont arrivés. Camille, je vais me tourner vers toi. On a évoqué cette notion de transparence, de construction de confiance. Finalement, on est là, on en est à cette étape-là. Toi, tu m'as parlé avec Épopée des 100 premiers jours post-levée. Alors, qu'est-ce que c'est ces 100 premiers jours et qu'est-ce qui peut permettre de partir, voilà, sur des bons, faire un bon départ? Alors oui, en général, c'est vrai que quand vous faites une levée de fonds, vous avez une première étape qui est une étape de séduction. Donc voilà, vous parlez avec les fonds, etc. Vous signez une term sheet. Là, ça se tend un peu parce qu'on discute de termes, on discute d'argent et c'est parfois un peu tendu. La négociation du pacte d'actionnaires aussi, ça peut. C'est pas toujours le cas, mais ça peut. Il faut mettre ça derrière, on oublie. Le jour où c'est signé, on redémarre une aventure et là, il faut vraiment pas perdre de temps parce que on l'a appelé l'horizon de sortie proche, le cash burn d'une boîte lambda qui a 10 personnes, le cash burn journalier, bah, c'est déjà pas mal d'argent. Donc, on perd pas de temps, on y va. Comment on fait pour pas perdre de temps?
Il faut que vous, en tant qu'entrepreneur, ça a été super dur la levée de fonds, c'est clair. Le problème, c'est que si vous vous arrêtez là et que vous partez un mois en vacances, ouais, c'est pas top quand même. L'objectif, c'est quand même de repartir vraiment chargé à bloc et très motivé. Donc, il ne faut pas non plus complètement s'épuiser dans la levée de fonds. Donc, signer, nous, ce qu'on fait chez Epopé, on fait effectivement ce qu'on appelle le plan des 100 jours. C'est-à-dire qu'on se dit que à peu près entre 3 et 6 mois post-investissement, c'est les mois les plus importants. Parce que c'est là qu'on construit la relation et c'est là qu'on construit vraiment des bases solides. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? En général, quand on investit dans une entreprise, on fait des audits. Déjà, ça sert de base. Il faut se dire que tous les points d'attention, on va dire relevés par les audits, il faut les mettre derrière nous. Hein. Des sujets d'assurance, des sujets de social, etc. Ce n'est pas des sujets intéressants, c'est juste des points de risque. Donc ça, il faut régler ces points-là super rapidement. Il faut ensuite travailler ensemble en amont sur les recrutements clés. Les gens que vous voulez recruter avant votre levée de fonds, si possible, il faut les avoir identifiés pour que le jour où c'est signé, ben voilà, ça y est, c'est envoyé et au maximum 3 mois plus tard, ils sont là. Sinon, vous perdez encore 3 à 6 mois et encore une fois, c'est de l'argent. Pareil sur les outils, il faut savoir, on va mettre en place tel CRM, tel outil, on va prendre tel abonnement, etc., etc. Ça, il faut le savoir avant. Et le jour où vous avez l'argent, c'est bon, vous signez, on y va. Il faut que cette structuration, elle soit préparée, il faut anticiper. Nous, on vous aide à ça, nous, investisseurs, et particulièrement Epopé, on vous aide à ça. Hein. Il faut surtout, et ça, je pense qu'on y reviendra, il faut que vous prépariez cette période et que vous travailliez cette période avec vos investisseurs. Si le jour où vous investissez, vous tenez plus au courant vos investisseurs pendant 3 mois et que vous arrivez au premier board, mettons 3 mois après l'investissement et qu'on ne sait pas ce qui s'est passé pendant 3 mois, vous risquez d'être un peu comme ça. Parce qu'à tous les coups, ce qui s'est passé, c'est que vous n'êtes pas au plan, que vous aviez fait un BP trop ambitieux, bien avant la levée, et donc vous arrivez post-levée, et vous n'y êtes pas du tout, vous êtes dans les choux, et ce n'est pas anormal. Simplement, plus vous aurez anticipé, préparé le terrain, averti, etc., plus ça sera facile à passer, et plus on sera sur une phase où on va bosser ensemble plutôt que de vous dire « ah, on n'est pas au budget », etc., etc. Donc ça, vraiment, je vous invite à garder un petit peu d'énergie pour préparer le post-levée pendant la levée, et en tout cas être prêt, une fois que la levée est bouclée, à accélérer très vite. Je pense qu'on reparlera de confiance, mais c'est là aussi où la relation, elle se crée. Si on se rend compte que on n'a strictement aucune nouvelle du dirigeant, qu'il est méfiant et qu'il est aux abonnés absents, ça ne donne quand même pas envie de continuer à l'aider, de continuer à le suivre. Donc c'est à ce moment-là où il faut se dire, c'est tout bête, mais c'est le moment où on crée la relation aussi un peu extra-professionnelle. Donc on va boire une bière, on discute un petit peu, on crée quelque chose ensemble, pour vraiment impliquer votre investisseur et lui donner envie de se donner pour vous, lui et son équipe, de se donner au maximum pour vous. Voilà les 3 à 6 mois post-levée de fonds. Vous n'êtes pas au bout de vos peines une fois que vous levez des fonds, en gros. Ok, merci. Donc voilà, pas mal d'attentes quand même de la part des fonds. On s'attend à ce que ça déroule, mais on est disponible aussi pour aider. C'est peut-être ça qu'on va retenir pour en tout cas construire la relation. Et on attend de la communication, on attend de la transparence. Alors ouais. Arnaud, ouais. Plus que disponible, au contraire, en fait, plus vous demanderez de l'aide, plus vous poserez des questions, plus vous ferez avec tous les moyens possibles, hein, le texto, WhatsApp, Notion, Slack. Il faut que ça soit souple, il faut que ça soit facile, mais plus vous impliquerez vos investisseurs dans la relation, plus ils vous donneront. Et alors toi, tu en as fait l'expérience, Arnaud. Est-ce que tu as des recommandations? Tu m'avais parlé justement d'être très moteur dans cette communication. Est-ce qu'il y a des choses particulières que vous avez mises en place pour communiquer avec vos investisseurs dès le départ? Alors, donc la réponse est oui, sachant qu'en général, et c'est peut-être aussi un des défauts du modèle, en général, vos investisseurs donc, deviennent vos actionnaires, et bien souvent, lorsque vous constituez un board ou un conseil de surveillance, enfin, il y a un organe à un moment donné qui est là pour à la fois asseoir la stratégie de la société et puis aussi surveiller un petit peu que tout se passe comme on l'avait annoncé ou prendre des décisions si ça ne se passe pas aussi bien que prévu. Et bien souvent, ce sont ces investisseurs qui sont dans ces comités-là ou dans ces boards et qui, à partir de là, prennent une casquette d'administrateur ou d'observateur et sont normalement pas là uniquement pour défendre l'intérêt de leur fonds d'investissement, mais sont là et deviennent partenaires du dirigeant et de l'équipe dirigeante
pour développer la société au mieux, la conseiller, l'aider. Et donc, à partir de là, oui, il faut qu'il y ait une relation assez permanente de communication, puisqu'ils sont là pour vous aider. Ce sont vos alliés, vos associés. Donc, c'est extrêmement sain d'avoir une communication régulière avec eux, de les solliciter. Alors, selon ce qu'ils peuvent vous apporter, en fonction de leurs compétences, de leur réseau, de leur spécialisation. Si on a des fonds, je reviens au fonds américain, qui est un fonds spécialisé dans le medtech, forcément, ce fonds-là va m'apporter des choses que ne pourront pas m'apporter des fonds plus classiques qui ne font pas que des investissements dans le dispositif médical. Et il faut savoir aller chercher tous les supports possibles. Ils sont là, encore une fois, ils deviennent vos alliés. Voilà, on est tous dans le même bateau, on n'a qu'un objectif tous ensemble, c'est que la société réussisse. Il n'y a pas d'opposition. Donc, par contre, pour ça, il faut qu'il y ait une relation vraiment fluide de communication qui ne doit pas se limiter uniquement de façon trimestrielle ou semestrielle. Ça dépend un petit peu la périodicité de vos conseils, de vos réunions. S'il y a besoin d'appeler un de vos interlocuteurs avant WhatsApp ou autre, il faut le faire. Voilà. Et il faut aussi certainement donner de la visibilité avant même d'avoir ces gros jalons que sont les boards trimestriels, etc. Tout se prépare, je dirais, en amont. Voilà. Ok. Préparer en amont, ouvrir ce canal de communication pour finalement créer la confiance. Créer la confiance, pouvoir obtenir de l'aide. Ok. Est-ce que peut-être on peut faire un petit point, une petite pause à mi-parcours. Je ne sais pas si vous avez des exemples particuliers, ou peut-être toi Camille, si tu as des exemples particuliers d'un démarrage qui se serait particulièrement bien passé, ou à l'inverse, d'un démarrage qui se serait mal passé, et qu'est-ce que ça a entraîné? Je pense qu'au début, on peut juger de savoir si ça se passe bien ou mal sur la première année, uniquement sur ce sujet de communication. On ne parle pas de chiffres dans un premier temps. On ne parle pas de chiffres parce que même si on n'est pas complètement au budget, la boîte avait besoin de se structurer, etc., etc., on peut entendre beaucoup de choses. Et on a tous suffisamment d'expérience pour savoir qu'un BP ne se réalise pas forcément, du moins au début. Donc, dans un premier temps, communication uniquement. Si, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, un exemple de démarrage raté, c'est de dire on signe, on empoche l'argent, on part en vacances et on ne parle plus à nos investisseurs pendant 3 mois. Et voilà, on arrive au board, c'est vraiment l'exemple de tout à l'heure. On arrive au premier board, on n'est pas du tout aux chiffres, et donc c'est le premier truc et le seul truc que vos investisseurs vont retenir, parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Alors que si vous avez commencé déjà, post-signature, à donner des nouvelles, tous les mois minimum, voire un peu en off aussi, en fait tout ça, ça va être beaucoup plus fluide parce qu'on aura les éléments en amont. Et on aura déjà pu échanger un peu en off, donner déjà des contacts, etc. On aura pu débloquer déjà certains sujets en amont, des sujets qui sont peut-être mineurs, mais des sujets quand même. Et là, la relation sera construite et du coup, on aura envie d'être positif avec vous et de vous faire avancer. Donc je pense que bon et mauvais démarrage, c'est communication, point barre. Okay, parfait. Donc on va pouvoir passer un peu plus justement sur comment est-ce que on maintient cette confiance maintenant que l'investissement a eu lieu. Arnaud, par exemple, il y a eu forcément des situations compliquées, des mauvaises nouvelles à annoncer. Comment est-ce qu'on annonce une mauvaise nouvelle à son investisseur? Bon, déjà, ce qu'on peut dire, mais on va enfoncer une porte ouverte, c'est important de communiquer les bonnes et les mauvaises nouvelles. Mais comment on annonce une mauvaise nouvelle et qu'est-ce que ça peut entraîner? Alors déjà, le boulot du dirigeant, c'est d'essayer d'anticiper au maximum les bonnes et les mauvaises. Donc il n'y a rien de pire que d'arriver avec la mauvaise nouvelle devant, et d'annoncer brûle pour point. On s'est pris une grosse claque. Et le but, c'est d'essayer de l'anticiper. Et ça fait partie de la vie de l'entreprise. Tout ne se passe pas comme une lettre à la poste. Il peut y avoir des événements intérieurs, voire externes. Il y a eu le Covid, par exemple. Il y a des pénuries sur la mise à disposition de certains composants électroniques. Nous, on était en plein dedans. Donc, le tout, c'est de les anticiper. Donc, ça, c'est votre boulot de dirigeant,
d'avoir toujours 2-3 coups d'avance pour essayer d'anticiper, de travailler sur des scénarios différents et de partager ça le plus tôt possible dès que vous en avez connaissance avec le board. Ça ne sert à rien de le cacher parce qu'à un moment donné, ça va vous péter à la gueule. Donc, il faut partager, il faut dire, voilà, là, on se prend ça, c'est quelque chose c'est un risque important. Donc, selon le risque et selon que ça arrive ou pas, voilà le scénario qu'on peut anticiper. Si ça ne se passe pas et que finalement on arrive à passer à travers, voilà ce qu'on va faire. Mais vous avez déjà plusieurs scénarios que vous partagez et vous discutez avec vos actionnaires, vos membres du board, etc. sont là pour vous aider à prendre les meilleures décisions stratégiques et les plus anticipées possibles. Donc si vous cachez ça et que vous le sortez une fois que c'est arrivé, effectivement, là, on va perdre confiance. Et puis, si la relation de confiance est perdue, c'est extrêmement difficile ensuite. Il faut bien avoir conscience que, en général, quand vous faites une première levée de fonds, ce n'est pas la seule. Vous êtes amené à relever de l'argent. Bien souvent, vos investisseurs historiques participent et sont même moteurs dans la démarche de relever de l'argent parce qu'ils peuvent vous mettre en relation avec d'autres fonds d'investissement. Ils ne vont pas le faire s'ils savent que vous n'êtes pas forcément la bonne personne pour lever de l'argent ou pour mener cette entreprise. S'ils ont confiance en vous, s'ils savent que ça se passe bien, ils vont avoir envie de parler de vous à leurs petits copains VC pour faire en sorte que rentre, tu verrais, c'est top, etc. etc. Donc, ça fait boule de neige. Ça peut être vertueux comme l'effet inverse. Donc, il faut anticiper. Voilà. Par contre, il faut l'anticiper. C'est bien beau de dire qu'on communique de façon transparente. Si vous n'avez pas anticipé la chose, vous allez la communiquer que quand elle va vous arriver. Donc, votre boulot, c'est quand même d'anticiper. Ça fait partie du boulot du dirigeant, d'essayer d'avoir toujours 2-3 coups d'avance. Et c'est aussi la difficulté. Parce que bien souvent, quand on lève de l'argent, on met en place on s'appuie forcément sur un business plan. On fait un plan sur 2 ou 3 ans. On anticipe donc comment va se passer la croissance de la société, où est-ce qu'on va aller, etc. Et bien souvent, vous le faites sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Vous êtes obligé de faire des hypothèses de travail qui vont se confirmer ou pas en fonction justement de l'avancée. Une fois que vous avez de l'argent, que vous pouvez aussi faire des choses que vous avez vous mis dans votre business plan. Et donc, à moins d'être vraiment super, super fort, bien souvent quand même, il y a des choses qui ne se passent pas comme vous l'avez anticipé. Soit ça prendra plus de temps, soit finalement, vous pivotez, vous aviez une stratégie, un business model, vous vous rendez compte que ce n'est pas finalement la meilleure façon parce que vous avancez et vous avez une meilleure préhension de ce qui se passe réellement. Donc ça, c'est la vraie vie. Et il faut savoir être agile et savoir annoncer que par rapport à ce qu'on avait annoncé, en fait, on vous propose, voilà, on a avancé dans la compréhension de notre business. Il y a des choses, il y a des événements extérieurs, il y a un concurrent qui vient d'arriver qui n'était pas prévu au départ. Donc, on en discute, on essaye de pivoter et de continuer à faire en sorte que la société puisse trouver sa place. Voilà. Il y a de force de proposition quand on arrive avec cette mauvaise nouvelle, évidemment. Ouais. Et donc ça peut mettre l'investisseur en mode fear. Toi, tu m'avais parlé un peu de l'investisseur qui est soit en mode fear, soit en mode greed. C'est ça. C'est ça. C'est très caricatural, mais c'est pas loin d'être quand même proche de la vérité. Vous avez quand même 2 modes principaux quand on est un investisseur. C'est le mode fear quand effectivement les choses ne se passent pas forcément très bien ou alors que la relation de confiance est tombée. Et là, il y a la crainte de l'investisseur et il faut réussir à le rassurer. Et la crainte est légitime aussi. Enfin, même nous, dirigeants, on a aussi des craintes. Et puis, quand tout se passe très bien et que finalement, on commence à délivrer ce qu'on a annoncé, effectivement, le mode grid, c'est de dire, ça y est, on sent qu'on va avoir effectivement un retour sur investissement. Et donc il vaut mieux plutôt être dans ce mode-là que dans l'autre. Voilà. Même si la pression peut monter aussi dans l'autre sens. Et toi, Camille, qu'est-ce qui peut te mettre en mode fear, justement, ou voilà, en tout cas, entamer la confiance Est-ce que tu as des petits exemples à nous donner Peut-être les chiffres, peut-être, qui sont pas maîtrisés? Oui, beaucoup les chiffres. Ce qu'on vous disait en préambule, là, je vous indiquais que nous, on doit faire beaucoup de reporting en interne pour justifier des valorisations qu'on met sur les entreprises. Et donc, pour pouvoir faire ça correctement, il faut avoir des bons chiffres. Il faut aussi avoir des bons chiffres pour avoir de la visibilité en termes de trésorerie, notamment, sur l'entreprise, pour voir si on va devoir réinvestir, si oui, quand,
potentiellement combien, est-ce qu'il faut préparer une levée de fonds pour aller chercher des nouveaux investisseurs. Enfin, tout ça, encore une fois, on va le répéter, le terme anticipé, mais enfin, il faut le préparer. Si on n'a pas des bons chiffres, si on n'a pas de chiffres ou si on a des chiffres approximatifs, en fait, ça ne nous donne pas confiance. Ça ne donne pas confiance non pas parce qu'on veut savoir si c'est 132 ou 130 000 euros de chiffre d'affaires que vous avez fait sur le mois, mais ça ne nous donne pas confiance parce que ça veut dire que vous, dirigeants, vous n'êtes pas au fait pour piloter votre entreprise. Et ça fait peur forcément. Nous, ça veut dire qu'on peut s'imaginer rapidement tout perdre. Donc, une fois qu'on a les chiffres carrés, qu'on a définis en amont, ensemble, les reportings qui vont bien, le format qui va bien, les chiffres qui nous rassurent et qu'on sait que les chiffres sont bien construits, on met ce sujet-là de côté, on regarde les chiffres chacun de notre côté, mais on vous laisse un peu tranquille avec ça, on va dire, et on avance sur des sujets stratégiques. Si on n'a pas les chiffres qui nous conviennent et qu'on n'est pas clair avec les chiffres, on va en reparler tout le temps. Et on va vous casser les pieds avec ce sujet de chiffres. Donc, vous n'avez pas intérêt à ce que ce soit un sujet qui traîne et que ce soit un sujet conflictuel. Ça, c'est vraiment on va dire, le gros point relativement facile à mettre en œuvre. Si vous, c'est pas votre tasse de thé et que c'est la tasse de thé de personne dans l'équipe, c'est pas grave. Il y a des cabinets spécialisés très bien. Un petit clin d'œil à Thibaut notamment, qui peuvent faire ça pour vous dirigeants qui sont là pour vous aider. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est encore une fois l'aspect communication. Sur l'aspect communication des mauvaises nouvelles, ça vous prendra, 1 heure. Appelez vos investisseurs en amont. Appelez-les dès que la mauvaise nouvelle elle tombe, vous leur passez un coup de fil. Soyez transparent en leur disant voilà, il y a ce truc-là. C'est difficile à avaler, mais t'inquiète pas, on va trouver des solutions. Et la semaine d'après, ou les 2 semaines, 2 mois d'après, vous arrivez en disant, ben voilà, ce coup bas, cette difficulté, ben on va la surmonter parce qu'on a tel et tel scénario. Vous n'êtes pas obligé de donner une solution unique, hein, mais vous pouvez dire, ben voilà, on a envisagé de faire tel et tel élément pour faire en sorte de surmonter cette difficulté. Et si vous arrivez dans cette posture-là, l'investisseur, il va peut-être vous aider à choisir quel va être le meilleur des scénarios. Et après, il va vous aider à le mettre en œuvre. Il ne va pas vous casser du sucre sur le dos en disant mais voilà, c'est de ta faute, tu n'avais même pas anticipé, tu n'avais pas vu cette difficulté arriver, maintenant on est un peu en difficulté à cause de toi. Non, au contraire, il va être positif et aller de l'avant avec vous. Donc pour moi, c'est ces 2 gros points-là, on va dire, faciles pour mettre en œuvre une relation de confiance de long terme. Merci. Alors, l'investisseur va aussi pouvoir faire des recommandations si on vient avec un problème. C'est un actionnaire, on peut aussi lui demander son aide. Alors parfois, il a des bonnes idées, et puis parfois, il peut avoir aussi des mauvaises idées, ou en tout cas des idées un peu trop fortes. Tu en as fait l'expérience, toi Arnaud. Tu m'avais parlé notamment de consultants que tu envoyais le fonds américain. Est-ce qu'il faut dire non comment on dit non à un investisseur qui fait une recommandation? Comment est-ce que tu as pu gérer ça? Alors, bon, là, c'est un cas particulier de VC américain. Les Américains ont quand même forcément un ego assez important et peut-être justifié ou non, j'en sais rien. Mais et par définition, je dirais qu'il y a un peu dès le début de la relation, au départ, la relation, avant d'avoir la relation de confiance, on est plutôt dans, il faut faire ses preuves, quoi. Et donc il y a plutôt une relation de défiance qui peut être plus ou moins marquée. Et à vous de donner confiance et de montrer que vous faites les choses comme elles doivent être faites. Donc c'est vrai que on a fait l'expérience de notre VC américain qui, dès le début, alors ça a été très bénéfique parce que fait marcher son réseau, nous a mis en relation avec des experts, alors américains forcément, mais ça nous allait très bien parce qu'on a aussi besoin d'asseoir la stratégie d'accès marché américain, etc. Donc on a pu bénéficier de ça, mais dans des phases où ça n'allait pas forcément bien, parce qu'on avait des travaux de R&D, des essais précliniques, c'était un long chemin, et avec forcément, on s'est pris des claques avant de rebondir, avant de pivoter, etc. Dans ces moments-là où on passe un peu en mode fear, là, le réflexe, c'est tout de suite vous dire, bah tiens, moi je connais ça, le VC américain a fait marcher, a forcément son réseau, va vouloir que tu discutes avec telle ou telle personne, qui n'est pas forcément la personne la plus appropriée pour résoudre ton problème, mais tu as quand même ton problème, il faut que tu montres aussi ta capacité à écouter et à vouloir partager. Donc oui, on l'a fait, on a passé du temps, on a dépensé de l'argent à payer en honoraires certains consultants.
avant un moment donné de dire stop, enfin, ça ne nous apporte rien, voire même ça nous fait perdre du temps. Mais encore faut-il pouvoir le faire si derrière, tu as pu avancer et trouver des solutions à ton problème. Et dire, bah, en fait, non, voilà les solutions qu'on propose. Et c'est toujours pareil. C'est arriver avec un plan, arriver avec des solutions, différents scénarios. Et consulter l'américain, le consultant, ça peut faire partie d'un des scénarios, mais tu ne mets pas tous les œufs dans le même panier. Voilà. Donc ça fait partie des choses. Après, là aussi, où faut aussi savoir un petit peu tempérer, c'est que, notamment sur un VC américain, là vraiment, je pense que c'est un cas particulier parce que c'est un VC US qui a forcément une vision très américaine de l'investissement et du développement de la société, et donc qui va pousser forcément très rapidement vers aller faire des essais cliniques aux États-Unis, etc., s'entourer d'experts américains, alors qu'on est quand même une boîte française, européenne, que toute la logistique, toute la R&D est faite en France, que ce n'est pas forcément le plus facile d'aller faire des choses aux États-Unis d'emblée, tant qu'on n'a pas quand même fait des preuves de concept, fait du préclinique, etc. Donc au départ, on arrive, forcément, c'est notre lead investor, il nous dit ça, c'est difficile de lui mettre un stop en disant non, on ne va pas faire ça. Donc au départ, tu es un peu obligé de suivre les recommandations stratégiques et tu tables un peu ta stratégie par rapport à ces recommandations-là, voire même, ça a été une des obligations qui ont fait que cet investisseur a investi. Voilà, ok, on va investir chez toi, mais voilà comment on veut que tu développes la société. Et puis progressivement, le chemin faisant, l'investisseur gagne en confiance. Il comprend aussi que tu deviens peut-être certainement plus expert que lui-même et que ce que tu lui dis, il va commencer à l'écouter et lui faire comprendre qu'il y a peut-être d'autres façons d'arriver au but et ce n'est pas forcément sa vision très américaine qui est le meilleur chemin. Mais ça prend du temps. La relation de confiance prend du temps. Et c'est vrai qu'au départ, dans la relation, surtout quand c'est la première fois que tu crées une boîte, que tu es ce qu'ils appellent le first-time CEO, qui ne peut pas empêcher quand même au départ une certaine relation de défiance de l'investisseur parce qu'il se pose la question, est-ce qu'il va réussir? Il ne l'a jamais fait. Il faut qu'il fasse ses preuves. Il ne l'a jamais fait. Même si tu as pu être expert dans ton domaine, même si tu as travaillé dans des grosses boîtes, etc., ce que tu fais, c'est la première fois que tu le fais. Donc, par définition, on ne sait pas réellement si tu vas y arriver. Donc, cette phase-là, un peu de jaugeage, elle peut être plus ou moins longue, et c'est là où il faut être effectivement le plus transparent possible, parce que il faut donner confiance, il faut aussi admettre qu'on fasse des erreurs, mais on en a conscience. Il n'y a rien de pire que de faire des erreurs et de les nier ou de ne pas en avoir conscience. Donc on en a conscience, on fait ce qu'il faut pour corriger le tir, et la relation se construit petit à petit. Voilà. Donc la confiance se construit, la persuasion après avoir levé des fonds ne s'arrête pas, il faut continuer de persuader. Et puis finalement, le seul compas, c'est la confiance quand il s'agit de dire oui, non. Voilà, il faut juste garder la confiance. Avant de passer sur le volet les difficultés et les clés de réussite, peut-être qu'on peut prendre un petit temps pour voir s'il y a des questions. Si à ce stade, il y en a certains de vous qui auraient des questions qu'ils voudraient poser à Camille ou à Arnaud. Ouais. Non, c'est une vraie question. Et on va dire qu'il y a deux parties à la question. Il y a les difficultés liées à la boîte. Il faut en dire un certain nombre, mais il ne faut peut-être pas non plus tout dire, parce qu'il y a des éléments où peut-être que nous, investisseurs, il y a des sujets sur lesquels on peut avoir du mal à prioriser et où on peut retransmettre des infos en interne qui sont pas positive, et du coup que ça donne une image qui n'est pas forcément positive de la boîte au niveau de la structure du fonds d'investissement. Donc il faut être transparent. Après, c'est à vous de juger. Il y a certains points, et c'est des sujets dont il faut discuter aussi avec son investisseur. Peut-être qu'au début, il faut tester un peu le curseur, de voir. Mais il y a des points peut-être sur lesquels voilà, c'est pas forcément
nécessaire de tout dire. Il y a des sujets que vous pouvez gérer tout seul. Les points importants, bien entendu, il faut les signaler. Je veux quand même rajouter quelque chose sur la situation personnelle des dirigeants. Vous êtes tous, vous avez des vies de famille, une santé à protéger, etc. C'est des sujets sur lesquels il faut être super attentif. Et là, c'est pareil, on n'est pas meilleurs amis, hein, on ne le sera jamais. Par contre, juste si vous n'allez pas bien, en fait, il faut le dire, hein, parce que si vous, dans vos proches, s'il y a des complexités, ça peut expliquer certaines situations. Et nous, côté investisseur, on peut vous aider aussi à vous protéger et à protéger la société, parce que c'est bien ça notre objectif à tous. Donc ça, c'est vraiment des trucs sur lesquels, c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé de raconter toute votre vie sentimentale, hein, mais juste si vous vous sentez à un moment pas bien dans votre boulot, dans votre vie, etc., je pense que c'est des choses qu'il faut dire à demi-mot, sans donner de détails, etc., mais qu'il faut mentionner quand même pour pouvoir avancer, parce que je pense que la plupart des investisseurs, en tout cas, sont sensibles à l'actif principal d'une entreprise, qui est bien ses dirigeants et son équipe. Voilà, donc sujet quand même sujet important. Et sur la fréquence, je dirais minimum une fois par mois, in fine. Un petit coup de fil, un petit mail, un petit texto, un WhatsApp, voilà, pour faire un petit update rapidement. Et de temps à autre, du off, un déjeuner ou un café ou une bière, pas forcément que autour d'une table de réunion, mais juste pour pouvoir échanger un peu à bâton rompu aussi, quoi. Je suis complètement aligné avec ça. Effectivement, on ne va pas, à chaque fois qu'on a une difficulté, appeler nos investisseurs ou nos actionnaires pour leur dire qu'on a une difficulté, parce qu'on les appellerait tous les jours, hein. On en a tout le temps. Je veux dire, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un truc qui ne se passe pas comme prévu, hein. C'est notre quotidien. Donc non. Par contre, je dirais le jalon, tu le mets là où tu avais un business plan, tu avais quand même donné des objectifs, et ces difficultés-là, ou l'accumulation de ces difficultés, tu l'anticipes, vont effectivement faire dériver ton business plan. Tu vas faire ton chiffre plus tard. Quand dérivé, si c'est 15 jours, ce n'est pas non plus dramatique. Mais voilà, quand ça a un vrai impact par rapport à ce que tu as vendu finalement à tes actionnaires. Là, oui, effectivement, là, ça fait un point. Là, c'est un sujet qu'il faut aborder. Et tu l'abordes en ayant déjà quand même des propositions de solutions. Ou en tout cas, en ayant de quoi pousser la réflexion ensemble avec tes actionnaires pour trouver des solutions ensemble si tu veux les embarquer, si tu penses qu'ils peuvent t'apporter des bonnes idées dans cette problématique-là. Donc, il n'y a rien de pire que d'arriver en disant « j'ai un problème, and so what ?» Ton boulot, c'est quand même de dire « j'ai un problème, mais voilà ce que je vais faire pour essayer de résoudre ce problème ». Si tu n'arrives pas avec ça, c'est pas bon. Donc tu le fais, donc tu délivres ta communication sur le problème quand effectivement tu as déjà quand même réfléchi à comment tu vas contourner ce problème, ou qu'est-ce que tu vas mettre comment tu vas pivoter, comment tu vas apporter des solutions. Voilà. Et après, tu les partages avec tes actionnaires. Voilà. Merci à vous deux. On reviendra avec d'autres questions tout à l'heure, je vous rassure. Donc voilà, on a passé pas mal d'étapes, hein. On a parlé de comprendre bien ce que cherche un investisseur, qu'est-ce qui se passe juste après avoir signé, l'importance de la relation de confiance. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe si la confiance est rompue? Qu'est-ce qui peut se passer, Camille? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, et quand on a atteint un peu un point difficile, quels sont les risques finalement pour l'entrepreneur? Alors oui, la relation, ça arrive que ça se tende. Je dirais que le point que mentionnait tout à l'heure Arnaud, qui est de dire en général, vous avez besoin de plusieurs tours de table, et si vous n'avez pas le soutien de vos investisseurs du tour de table précédent, le suivant, il va être compliqué à mener, parce que forcément, hein, tout le monde se connaît dans ce milieu-là. Donc vous discutez avec un investisseur qui trouve votre projet super. Au bout de 2 rendez-vous, il va appeler l'investisseur historique en disant alors comment ça se passe? Malgré le fait que l'investisseur historique ait intérêt à ce qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne financer la boîte, on n'est pas forcément, on essaie d'être franc, parce que le problème, c'est que si on raconte des cracks, nous, à notre collègue investisseur, sur le tour d'après, il nous le fera payer à nous individuellement, ou en tout cas à nos sociétés de gestion. Donc, on dit la vérité, ou du moins une partie de la vérité. Donc, vous avez intérêt à avoir quand même à garder vos investisseurs toujours
dans votre poche et qu'ils aient toujours un regard positif sur votre société. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que sur les sujets de chiffres dont on parlait tout à l'heure, on peut vite être un peu exigeant et en demander beaucoup hein, quand on les a pas. Voilà, ça peut être un peu pénible pour vous et vous avez envie d'avancer. Donc pour avancer, rassurez votre investisseur avec des chiffres, bons ou mauvais, mais au moins donnez-lui quelque chose pour qu'il sache où aller. Ça, c'est vraiment on va dire les deux éléments les plus importants. Et après, il y a le sujet de la gouvernance. On est tous en général investisseurs, dirigeants et parfois des membres extérieurs. On est tous dans un board, dans un comité stratégique, un conseil d'administration. Et si les relations sont compliquées, ces relations-là, elles se tendent un peu. Donc il y a des boîtes dans lesquelles parfois, ces réunions, elles se tiennent avec des huissiers ou avec des avocats, parce que si on n'arrive pas à se parler. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment quand ça va mal. Et on souhaite à personne d'en arriver là, parce que là, en général, ça finit quand même pas très très bien quand on en est arrivé là. Donc évitons ça en se parlant en amont. Je pense que même une perte de confiance peut être rattrapable. Pour ça, il faut se mettre autour d'une table, bien comprendre les attentes de l'autre, même si ça ne nous plaît pas, même si c'est contre, on ne comprend pas l'intérêt, on ne voit pas pourquoi on nous demande ça, il faut un peu s'y plier juste pour pouvoir avancer sereinement, quoi. Merci. Alors, c'est vrai qu'on est investisseur, mais l'argent ne donne pas non plus tous les pouvoirs. Arnaud, avoir un board uniquement constitué d'investisseurs financiers qui n'apportent pas forcément beaucoup à la stratégie et qui ne connaissent pas le secteur, ça peut être un énorme frein. Là, encore une fois, l'investisseur peut faire preuve de persuasion pour peupler différemment un peu son board. C'est ce que vous avez fait avec Fine Art. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots ? Donc oui, surtout quand on a une société très spécialisée comme la nôtre. Encore une fois, à part le VC US, MedTech, cardiovasculaire, donc ça n'existe pas en fait en France, voire même en Europe, des VC vraiment à ce point-là spécialisés. Donc forcément, c'est un peu le modèle de l'investissement VC, c'est j'ai mis de l'argent, donc par définition, je suis légitime à être à ton board et je vais donc être le représentant de ton board. Et donc, tu te retrouves avec un board constitué au départ uniquement de VC. Alors, si c'est des VC qui sont spécialisés et qui peuvent effectivement t'apporter des choses dans ton business, tant mieux. Et c'est aussi la raison pour laquelle, attention, quand vous faites des levées de fonds, alors après, on n'a pas forcément le choix, hein, surtout sur les premières levées de fonds, on est bien content d'avoir trouvé de l'argent. Mais si on peut quand même essayer d'aller vers des VC pour lesquels on sait qu'il y aura autre chose que purement l'apport financier, mais il y a aussi des apports stratégiques, des apports de réseau, etc. C'est quand même des fonds à privilégier, même si peut-être que les conditions d'investissement étaient peut-être moins favorables, mais vraiment, ça vaut de l'or, hein, surtout au début. Le succès de l'entreprise, elle n'est pas uniquement liée à l'apport d'argent, elle est liée à tout ce que peut apporter un investisseur au-delà de l'aspect financier. Donc ça, c'est important. Et deuxièmement, effectivement, malgré tout, si tu te retrouves avec un board uniquement de VC, c'est difficile après de parler stratégie sur des domaines que des investisseurs ne connaissent pas forcément. Ils vont pouvoir t'appuyer et t'aider dès que tu vas parler d'aspects plutôt financiers ou de levée de fonds ou de quels sont les milestones qui sont en général créateurs de valeur et qui peuvent effectivement jalonner tes prochaines levées de fonds. Ça, c'est des choses pour lesquelles ils vont t'aider et tu vas pouvoir appuyer la stratégie de ton business plan. Mais dès que tu arrives dans des sujets plus opérationnels qui nécessitent aussi des discussions stratégiques, c'est un peu plus compliqué. Donc nous, chez Fine Art, ça a été pour nous, je dirais, une stratégie de diversifier le profil d'investisseur au capital de la société. On l'a fait dès le deuxième tour de table en faisant rentrer des industriels du secteur, des gens avec qui on travaille dans le développement du produit, ou voire même en prévision de l'industrialisation, de telle façon d'avoir aussi ces sujets-là qui soient complémentaires que les sujets purement financiers qui pouvaient y avoir au démarrage quand vous avez que des profils de VC très, très, très orientés finance. Donc ça, c'est à vous. Il faut avoir aussi la possibilité de le faire, hein. C'est pas tout le temps faisable, mais à vous, entrepreneurs, d'essayer de voir avec quel profil d'investisseur vous voulez avoir à votre capital et à votre board pour pouvoir justement vous permettre d'avoir ces échanges-là.
Et si ce n'est pas possible, vous pouvez aussi faire entrer ce qu'on appelle des membres indépendants dans vos différents comités. Donc soit au board, et vous avez aussi des boards indépendants qui ne sont pas vos investisseurs, mais qui sont des gens sélectionnés. En général, il n'y a pas de raison que vos actionnaires refusent, parce que ça fait, je veux dire, c'est pour la bonne marge de l'entreprise, de dire on va faire entrer un membre indépendant au board qui, pour un profil particulier, parce que c'est un industriel du domaine ou parce que c'est un spécialiste du domaine, et qui va pouvoir éclairer le board avec ses inputs supplémentaires. Et soit ça, soit aussi, et c'est des choses en général qu'il est sain de faire, c'est d'avoir aussi des comités stratégiques ou des comités scientifiques ou autres qui sont séparés du board, qui sont là aussi pour vous conseiller et qui sont là aussi pour apporter des éclairages au board. Voire même, vous pouvez aussi faire venir en guest certaines personnes de ces comités qui viennent participer à vos boards de façon temporaire, toujours encore une fois, pour essayer de faire en sorte que quand vous faites un board, ça soit le plus constructif possible, quoi. Et ça ne soit pas juste on fait un bilan de où on en est les chiffres et puis c'est top-down. Le board doit être un échange dans les deux sens. Voilà. Donc là encore, on est moteur de la communication et on est moteur aussi de l'organisation de cette communication jusqu'au board. Donc, ok, très bien. Est-ce qu'il y a des questions? On arrive tranquillement au bout de notre heure. On pourra dépasser un petit peu. Est-ce que vous avez des questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on va continuer, hein, tout va bien. Et si jamais vous voulez poser des questions en cours, n'hésitez pas à lever la main. Bon, on a parlé effectivement de comprendre le métier du fonds, de la confiance, etc., de la transparence. Ce qu'on a compris aussi, c'est que l'entrepreneur, il est un peu entre le marteau et l'enclume. C'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a un point sur lequel peut-être les fonds, en tout cas, pourraient s'améliorer dans la relation? À un moment donné, tu as dit que c'était parfois un peu biaisé ou un peu injuste. Est-ce que la compréhension de la difficulté du rôle de l'entrepreneur est bien comprise des fonds? Camille, est-ce que tu peux nous en dire deux mots? Alors, oui, peut-être que globalement, dans la plupart des fonds, il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs. Les entrepreneurs, il n'y en a pas beaucoup qui ont envie d'être investisseurs, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est chouette comme métier, mais il n'y a pas beaucoup qui passent ce cap. Il y a de plus en plus de fonds dans lesquels une partie de l'équipe est entrepreneur, et ça c'est quelque chose de très fort. C'est vrai que nous, ma boîte, on a été montée par 2 entrepreneurs, et il y a un quart de l'équipe qui a été entrepreneur, et sacrément entrepreneur. Je veux dire, ils ont monté plusieurs boîtes. Et en fait, ça apporte quelque chose d'un peu de différent. Beaucoup d'exigences, mais en même temps, beaucoup de solidarité avec les dirigeants et entre les dirigeants de la communauté que nous, on crée. Donc, c'est vrai qu'on essaie de mettre ça en place aussi entre les participations pour qu'il y ait vraiment ces discussions qui puissent se faire entre dirigeants. C'est quelque chose de fort. On essaie d'améliorer, mais c'est vrai que je dois dire que c'est pas toujours évident de comprendre ce qui se passe dans la tête des dirigeants parce qu'ils nous ont pas tout dit, on n'a pas tout vu, parce qu'on n'est pas au quotidien à manager leurs équipes. Donc il y a parfois des tensions qui arrivent parce que on fait pas le même métier et que on a peut-être parfois un petit peu mal à trouver un point de jonction. Mais quand on se parle, ça finit par se tasser et par s'améliorer en général. Merci. Alors, peut-être un ultime conseil ou des derniers conseils que tu pourrais donner de ton expérience, Arnaud, aux entrepreneurs qui sont là et qui s'apprêtent à lever, même si on a déjà dit beaucoup, mais voilà, en tout cas dans les moments difficiles. Alors, je te l'avais pas écrite cette question. Non, merde, je l'avais pas répété. Non, mais globalement, déjà, alors, surtout quand on fait un premier tour de table et quand on ouvre notre capital à des investisseurs, très souvent, on a déjà du mal à le faire parce qu'il y a un truc qui nous tape dans la tête, c'est on va se faire diluer, mais en fait, on s'en fout. Il faut vraiment comprendre que la dilution, c'est pas grave. Ça fait partie, à un moment donné, si ça fait partie de la création de valeur. Vous êtes dilué, mais que si, grâce à vos investisseurs, la société passe des jalons et qu'elle crée beaucoup de valeur, même si vous êtes dilué, au final, vous serez gagnant. Donc déjà, il faut accepter de faire rentrer des investisseurs, de se faire diluer. Et
je dirais c'est normal. Après, il faut aussi défendre son beefsteak. Hein. Et d'ailleurs, il y a le temps de la levée de fonds, de la discussion sur les termes, etc., où là, on a vraiment chacun notre casquette un petit peu, on est négociateur, hein, chacun défend son beefsteak. Mais une fois que c'est fait, une fois que ce temps-là, et d'ailleurs, moi, je l'ai vu dans la relation, notamment que j'ai pu avoir au premier tour de table avec mon VC américain, parce que c'était mon lead. Donc souvent, vous parlez avec le lead investor. Il y avait vraiment la casquette, on se rentre un peu dedans, on négocie, hein, voilà, chacun négocie son bout de gras. Et une fois qu'on s'est mis d'accord et qu'on a signé, la relation a été complètement différente. C'était assez rigolo. Ça y est, ça c'est derrière nous, on est ensemble maintenant, on est dans le même bateau, etc. Donc il faut savoir pas tenir rigueur à un investisseur si à un moment donné la discussion a pu être un peu musclée. Ça fait partie du jeu, c'est normal, il faut savoir, faut accepter aussi de donner une partie de son bébé hein, quand on est entrepreneur. Mais après, il faut savoir aussi passer à autre chose et comprendre que les investisseurs et les actionnaires sont vos partenaires. Sont vraiment vos partenaires. Je dis, il est valable pour l'entrepreneur, mais il est valable aussi pour l'investisseur. Parce que souvent aussi, je trouve, enfin souvent, surtout au début de la relation de défiance est peut-être forcément un peu plus forte parce que, encore une fois, quand vous êtes first-time CEO, c'est légitime qu'on sonde un petit peu, voir si réellement le gars il est au niveau de ce qu'il nous a vendu. Et donc, le réflexe premier peut être plus dans la défiance que dans la bienveillance. Et ça, c'est un reproche que je peux faire aux investisseurs, c'est de peut-être trop vite avoir des préjugés. Alors, je ne dis pas ça pour toi, Camille, parce que déjà un, c'est pas le cas, et puis deux, on ne se connaissait pas au tout début de la relation quand j'ai créé la boîte et au premier tour de table, mais c'est du vécu. Je l'ai un peu vécu, et notamment avec mon VC américain. Par définition, je suis plutôt dans la défiance, en train de vouloir te mettre des consultants dans tous les sens, plutôt que d'avoir un peu de bienveillance en disant « Ok, je te fais confiance et je te laisse faire un petit peu et j'attends de voir ce que tu donnes réellement. » Donc, mais le curseur, il est difficile hein, et je peux comprendre que c'est assez légitime que la balance, elle est difficile d'un côté ou d'un autre. Donc, il faut l'accepter. Il faut aussi accepter... moi, je veux dire, j'avais quasiment 20 ans de métier avant de me lancer dans l'entrepreneuriat et de créer ma boîte. J'étais manager dans un grand groupe américain. Il faut accepter aussi, à un moment donné, de mettre un peu son ego de côté et de devoir aussi rendre des comptes. Et on n'a plus le même statut quand on est entrepreneur first-time CEO que ce qu'on pouvait avoir dans une vie passée. Donc, ça marche dans les deux sens. Voilà. Merci beaucoup. Alors, dernière chance pour poser vos questions, c'est maintenant. Sinon, on va s'arrêter. Ah oui. Tu veux parler des opératifs ? Oui, non, tout à fait. Je prends notre exemple parce que je le connais mieux. Nous, on est 2 investisseurs, 2 operating partners. C'est-à-dire qu'en gros, on crée autant de valeur en investissant et en faisant des deals, des pactes d'actionnaires, en regardant des chiffres et en faisant du reporting à nos LPs, qu'en aidant les dirigeants, leurs équipes et donc la société à mettre en place HubSpot, à faire un audit de cyber, à gérer leur funnel client, etc., etc. Oui. C'est une des solutions qui est en train de se généraliser, n'exagérons rien, parce que c'est en général des gens qui sont payés par les fonds, donc il faut qu'au niveau du PNL du fonds, ça fonctionne. Mais nous, en tout cas, on est convaincus que c'est une manière de créer de la valeur dans la boîte, et surtout de créer une relation avec les dirigeants qui est un peu différente, parce qu'on ne parle pas uniquement d'investisseurs à dirigeants, on parle aussi d'entrepreneurs à entrepreneurs. Et ça crée une relation qui est très différente. Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à cette table ronde. Merci.